Bonjour à tous et donc à toutes et à toutes. Donc, je suis Akibou Doucouré, je suis PDG de la société Blockproof, hein, que nous allons que nous allons vous présenter tout simplement, hein, avec Monsieur Pereira. Donc, en deux mots, Blockproof, c'est un spécialiste de la mise en conformité RGPD, comme vous l'avez compris. Et donc, on va essayer de rentrer dans le détail, en tout cas en ce qui vous concerne en tant qu'architecte, pour essayer de vous donner un maximum d'éléments et de visibilité sur cette conformité RGPD. Oui, ok. Je me présente également, Koumoudit Pereira, je suis juriste spécialisé en protection de données personnelles et des nouvelles technologies et j'assure la mission de déléguer à la protection de données personnelles pour plusieurs organismes. Donc, j'aurai aussi l'occasion de vous expliquer ce qu'est la RGPD et le rôle que ce règlement peut jouer en interne de vos organismes par la suite. Ok. Donc, l'agenda, hein, vous avez dû l'avoir. Il y aura 3 points clés. Donc, le premier, on va regarder un peu l'importance de la réglementation RGPD pour votre profession, hein, d'architecte. Ensuite, donc on va aborder l'impact du RGPD dans le cadre des appels d'offres. Donc ça, c'est un gros morceau. Donc j'espère qu'Hélène sera là à ce moment-là. Donc Hélène Persson, hein, que peut-être que vous connaissez déjà, va nous rejoindre. Voilà. Et ensuite, on va aborder la dernière étape, c'est quelles sont les étapes que vous devez mettre en œuvre pour vous mettre en conformité lorsque vous êtes donc architecte. Voilà, donc comme l'a rappelé Gaël, à la fin de chaque partie, hein, on pourra répondre aux questions sans souci, mais voilà, vous pouvez les poser à la volée dans le chat en attendant. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Hop. Donc on s'est présenté, alors oui, très concrètement, on est basé, nous, en région Occitanie, hein, j'ai oublié de le préciser, à Toulouse exactement, mais on intervient sur toute la France sur cette problématique, y compris en dom-tom, pour mettre en conformité les structures. Voilà dans les grandes lignes. Donc je vais laisser la parole à M. Pereira qui va vous présenter un petit peu ces aspects réglementaires et l'importance que ça a pour votre profession. Merci Akibou. Donc, peut-être vous avez déjà vu ces 4 lettres apparaître sur le site web que vous visitez sur Internet ou sur d'autres documents, même dans les médias. Donc, certainement, ces 4 lettres sont devenues importantes depuis l'année 2016 parce que c'est un règlement qui a été introduit par l'Union européenne dans l'objectif d'établir les mêmes règles partout dans les pays membres de l'Union européenne. Alors, c'est quoi ce texte? C'est quoi ce règlement dont on parle un peu sur tous les supports aujourd'hui? Donc, c'est une obligation légale ou c'est un règlement qui vous décrit toutes les obligations légales à respecter dès lors que vous allez collecter et traiter des données à caractère personnel. Donc, ces règlements s'appliquent ou vous êtes soumis à ce règlement si vous êtes une société unipersonnelle ou si vous êtes libéral ou si vous êtes dans une grande société, un groupe de sociétés également. Chaque organisme doit respecter ces règles du RGPD, y inclut des services publics et l'État. Donc, quand on a introduit ce règlement général sur la protection de données personnelles, qui plus vraiment on l'appelle le RGPD, ce texte est destiné à protéger des données à caractère personnel et les moyens dans lesquels on va les collecter et les traiter. Donc, c'est un texte qui prend la donnée personnelle au centre du texte. Donc, ce qui peut être donné lié à une question suivante pour savoir qu'est-ce qu'est une donnée à caractère personnel. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui nous permet de remonter à une personne ou identifier une information qui nous permet d'identifier une personne devient une donnée à caractère personnel.
Donc, il y a un certain nombre de données personnelles qui sont des données directes, des données directement liées à une personne, comme le nom, prénom, image, l'adresse personnelle, numéro de téléphone. Quand vous les voyez ou quand vous les saisissez sur les supports ou sur les logiciels, vous pouvez retrouver la personne facilement et des éléments qui le concernent autour. D'ailleurs, de l'autre côté, il y en a d'autres données ou d'autres éléments, d'autres informations qu'on peut aussi considérer comme étant des données personnelles si cet élément, à l'aide d'une recherche sur Internet ou d'une... pardon. Je regarde. Voilà, on a quelques problèmes de son, peut-être ton micro. Je l'ai justement gardé pour que ça ne frotte pas sur ma veste. Allez, C'est bon. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est par rapport aux données qui peuvent être considérées comme étant des données personnelles, mais indirectes. Donc, on peut considérer, si vous retrouvez une information et lorsque vous les cherchez sur Internet, si vous arrivez à retrouver des images d'une personne ou d'un profil sur un réseau social ou d'autres éléments, par exemple des articles des journaux qui vous permettent de remonter à la personne et à apprendre un peu plus sur la personne, ces éléments-là deviennent des données à caractère personnel. Donc, certainement, jusqu'à maintenant, j'ai parlé des supports numériques comme des plateformes de recherche sur Internet ou des réseaux sociaux. Mais sachez que ce règlement vise également des supports papier, c'est-à-dire si vous acceptez des papiers avec des données qui concernent des personnes, ces papiers devront être protégés avec les mêmes règles, en suivant les mêmes règles du RGPD, et on ne fait pas de distinction entre des supports numériques et papier. Ok. Donc, Juste, donc précision, hein, vous voyez que c'est 2018 qui est affiché. Tout à l'heure, M. Pereira vous a parlé de 2016. Hein. Tu peux préciser peut-être pourquoi tu as parlé de 2016? le décalage, l'écart, exactement. Parce qu'en 2016, le texte a été introduit, c'est-à-dire on pouvait lire le texte depuis 2016, mais l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, n'avait pas le droit d'appuyer sur ces règles pour sanctionner des organismes jusqu'à 2018. Donc, plus précisément jusqu'au 25 mai 2018. Donc, c'est à partir de 25 mai 2018 que vous aviez l'obligation de prouver votre conformité avec les règles du RGPD. Mais sinon, depuis 2016, le texte était visible pour le public et on pouvait justement entamer nos actions de mise en conformité et être conforme à partir du 25 mai 2018. Ok, merci pour la précision. Voilà. Côté changement concret, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce texte? Exact. Donc, ce texte ne vise pas à tout simplement ajouter plus de règles. C'est un texte qui a comme objectif de responsabiliser davantage les acteurs ou les organismes, quel qu'elle soit le secteur d'intervention, par rapport aux moyens qu'ils ont utilisés pour collecter et traiter des données à caractère personnel. Donc, le principe qu'on cherche à respecter, c'est vraiment pour pouvoir répondre aux besoins ou aux attentes du RGPD et de prendre la responsabilité de les appliquer sur le terrain et pouvoir le prouver par la suite. Donc, c'est cet élément de prouver le respect du RGPD est au centre du texte parce que jusqu'à l'arrivée du RGPD, certaines de ces règles existaient déjà, mais les organismes n'étaient pas obligés de prouver que vous respectiez ces règles. Mais c'est avec l'arrivée du RGPD, maintenant,
vous êtes obligé de produire des éléments de preuve pour dire que vous respectez les règles qui sont incluses dans le RGPD. Ok. Donc, justement, ce texte a pris plus de valeur parce que le texte introduit également des sanctions en cas de non-conformité. Donc, ces sanctions peuvent être prononcées, contrôlées et prononcées par une autorité indépendante, ce qu'on appelle la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, qui peut initier des contrôles sur vos pratiques et ensuite, si elle considère que vous avez des manquements graves, même après avoir expliqué ces manquements, si vous n'êtes pas réactif face à ces remontées d'informations par l'autorité, la CNIL a le pouvoir de prononcer des sanctions financières qui peuvent s'élever jusqu'à 4% de chiffre d'affaires mondial ou 2% de chiffre d'affaires en fonction des manquements. Donc, il y a un certain nombre de manquements qui sont soumis à cette sanction de 4%. Ça c'est le premier risque que vous encourez si vous n'êtes pas conforme au RGPD. Et le deuxième risque, c'est aussi les risques sociaux parce que le RGPD prend en compte de toutes les catégories de personnes qui peuvent être concernées. Donc, à la fois vos salariés, parce que vous, si vous êtes dans une société avec des salariés, votre société collecter et traiter des données qui concernent les salariés. Donc, il faudra faire attention par rapport à un certain nombre d'informations que vous pourrez collecter. Et si les salariés ont des doutes par rapport à la protection de données personnelles en interne, ils peuvent très bien appuyer sur ces éléments en cas des actions devant les prud'hommes. Ou aussi les évoquer quand vous allez faire face à des organismes syndicaux, justement pour dans les démarches de négociation. Donc, ce sont des autres risques sociaux dont on peut parler par rapport à la non-conformité. Sans arrêter à ces risques plus passifs, il y a aussi des risques judiciaires ou des sanctions civiles et pénales qui sont prévues en cas d'une violation de données, c'est-à-dire si vous faites objet d'un vol de données ou si quelqu'un malveillant externe à votre société ou même en interne aurait réutilisé des informations d'une personne à des fins malveillantes, vous pourrez être tenu responsable pour ne pas avoir suffisamment sécurisé ces informations. Donc, les personnes qui auraient connu des impacts peuvent très bien engager des actions contre vous et vous demander des dommages et intérêts et également aller jusqu'au sur le terrain pénal et essayer d'engager votre responsabilité pénale. Et avant tout, donc ce sont certains risques que je viens de vous présenter, ce sont des risques qui sont plus ou moins secondaires. Par contre, sur le premier plan, il y a un risque très, très important, ce sont des risques commerciaux. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez si quelqu'un soupçonne du niveau de conformité de votre société, ces informations peuvent être publiées dans les journaux, dans les médias, ainsi de suite, ou également, lorsqu'il y a des sanctions par la CNIL, à la place de vous sanctionner financièrement, la CNIL peut décider de publier le manquement
sur les réseaux sociaux et faire de la sensibilisation sur ce manquement et vous prendre comme un exemple, plus ou moins sur la voie publique, entre guillemets. Et exactement. Et ce qui peut signifier que vos partenaires, les parties intéressées dans vos actions aussi, peuvent apprendre ces nouvelles et certainement, certains acteurs ne veulent pas être liés à ce type de, euh, euh, de manquement de respect des lois, ainsi de suite. Donc, ils peuvent très bien se retirer du plan de leur intervention avec vous, de leur relation avec vous. Il y a quelques exemples de sociétés qui ont dû fermer justement à cause de ce type de communication que la CNIL aurait fait sans même aller jusqu'aux sanctions pénales. Donc, ça, c'est l'un des premiers risques commerciaux. Et l'autre point le plus important, c'est aussi les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on intègre la condition de conformité au RGPD dans les marchés publics et la non-conformité peut vous conduire à des refus ou voire même à des résiliations par la suite. Et ce qui peut être encore plus aggravé la situation, c'est ce sont des pénalités qui peuvent être prononcées contre vous par le maître d'ouvrage en cas de résiliation. Donc, on reviendra sur ce point un peu plus tard et vous éclairer davantage. C'est ça. On va faire un gros focus sur la partie 2. Donc, je vois qu'Hélène nous a rejoint en cours de route. Bonjour Hélène. Donc, je pense qu'elle sera même également d'intervenir sur ce sujet qu'elle connaît bien. Du coup, pour finir cette partie, il y a quelques opportunités éventuellement aussi qu'on peut mettre en avant. Je vais prendre le relais. Et je te laisserai après sur les statistiques là, du RGPD. Alors, on a présenté un peu les risques, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelques opportunités à saisir pour ceux qui se mettent en conformité. Donc, le fait de respecter la vie privée des personnes qui vous confient leurs données, ça peut être aussi un avantage concurrentiel ou pour votre image de marque un plus. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi d'instaurer une confiance digitale qui peut, on le verra plus tard, être déjà une obligation quand c'est un marché public, mais ça peut être aussi une opportunité avec de futurs partenaires, même si on ne parle pas de RGPD. Du coup, peut-être, comme vous dites, tu peux un peu détailler. Bon, là, ça fait 2 ans que enfin même plus, hein, que la loi est en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu comme statistique marquante sur l'entrée en vigueur du RGPD? Oui, donc ces statistiques, celui qui est le plus important, c'est le nombre de plaintes qu'on note en France chaque année. Ce chiffre est en croissance constante. Chaque année, on est à plus de 20% d'augmentation de nombre de plaintes auprès de la CNIL. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par la CNIL en mois d'avril par rapport à l'année 2020. Donc, c'est pour ça aussi, j'avais noté que c'est 2 ans après, parce que depuis 2018 jusqu'à 2020, on est dans l'attente on peut très bien vite avoir des chiffres pour le 2021 au début de l'année prochaine. Donc, ça, c'est le chiffre le plus marquant par rapport au RGPD. Mais à côté, il y a aussi on voit aussi une volonté des organismes d'aller plus vers la conformité, ce qui signifie que aujourd'hui, quand vous interagissez avec d'autres organismes, ils peuvent très bien vous demander votre niveau de conformité parce qu'aujourd'hui, on voit à peu près 30% de sociétés qui se déclarent d'être en conformité. C'est à confirmer certainement. Mais le chiffre le plus sûr, c'est le nombre de délégués à la protection de données personnelles qui sont nommés en France. Donc, on est à 73 000. Et les sociétés sont en cours de mise en conformité, même après 2 ans. Et ça, c'est normal. C'est une réalité que la CNIL aussi comprend aujourd'hui. OK.
Ok, ok. Donc, on voit aussi que 68% des Français sensibles au sujet, c'est-à-dire que même donc, les particuliers hein, ont été sensibilisés à ce sujet et bah, peut-être que vous aussi, dans vos vies privées, c'est le cas. Mais voilà, on est de plus en plus sensible aux différents outils et surtout à la protection des données qui est afférent à l'utilisation d'applications web ou sur nos téléphones aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on attend du coup aussi que les entreprises hein, auxquelles on fait appel, hein, bah, ça peut être par exemple bah, pour un architecte hein, également, bah, ça, voilà, c'est une sensibilité qu'ont les Français aujourd'hui, comme j'ai vu tout à l'heure, sur la partie opportunité. Du coup, on a fait un rapide focus sur qu'est-ce qu'était bah, le texte de base et les implications, les enjeux en tout cas généraux. Avant de passer aux enjeux plus spécifiques liés au marché public, on va prendre les questions, s'il y en a. Donc, je ne sais pas, Gaël, si tu as noté des questions pendant qu'on discutait ou on les prend dans l'ordre au niveau du chat. Eh bien non, je n'en ai pas vu là au regard du contexte général. Je pense que Cumudit Pereira a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Alors n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à les poser au fil de l'intervention. Donc on peut passer à l'étape 2. Merci Cumudit. Avec plaisir. Il y a Hélène qui est là. Peut-être que ah oui, tu as activé ton micro. Donc, on va passer à la partie 2. Je pense que tu vas également être intéressé par ce sujet qui est les appels d'offres. Ici, je vais laisser peut-être dans un premier temps, de manière générale, comme vous dites, dresser un peu le tableau on va dire, de vos engagements lorsque vous répondez à des appels d'offres de manière générale. Et après, on descendra de manière plus spécifique, peut-être, Hélène, si tu veux compléter en fin de partie. C'est ça. Donc, dans le cadre d'appel d'offres, les premiers engagements que vous faites, c'est de vous vous engagez à prouver que vous respectez bien les règles du RGPD. C'est ce qu'on appelle l'accountability. Ça, c'est un terme, ça c'est de l'anglicisme qu'on utilise parce qu'il n'y a pas une traduction directe de ce mot en français. C'est un peu comme si c'est proche à la responsabilisation et de la redevabilité, de la capacité de prouver votre conformité avec les règles. Donc, comment ça se passe? Ça se passe par deux biais. La première, c'est la transparence, c'est-à-dire de pouvoir expliquer, être transparent sur les engagements contractuels que vous pouvez avoir avec vos salariés et vos sous-traitants, et aussi la transparence sur les traitements ou les manières dont vous collectez et traitez des informations en interne. Donc, ça, c'est le premier engagement principal que vous pouvez avoir dans le cadre des appels d'offres. Et le deuxième engagement, c'est de respecter des droits des personnes qui ont été introduits par la RGPD. C'est-à-dire, surtout, si une personne vous demande de revoir leurs informations, il faudra pouvoir leur montrer une copie des informations que vous détenez sur eux. Donc, ça se traduit par votre capacité de réponse à ces droits. Il y en a trois les plus importants qui vous concernent dans votre secteur et on va devoir pouvoir répondre à ces droits. Et ensuite, c'est aussi un quasi-droit qu'on accorde aux personnes de bénéficier des garanties de sécurité ou de la confidentialité de leurs informations qu'ils vous confient, vous, dans le cadre de vos missions. Donc, il faut pouvoir prouver que vous avez mis en place des garanties suffisantes pour assurer la sécurité. Donc, ce sont des engagements de manière plus générale et globale qu'on peut présenter dans le cadre d'appel d'offres. Peut-être, Madame Pierson aura... Oui, On va passer à la suite. oui. Donc, par rapport à vos engagements, le risque le plus important, ce n'est pas le risque de contrôle RGPD parce que la CNIL ne fait pas une priorité le secteur des architectes pour mener ces contrôles.
Souvent, ça c'est plus ou moins des données de santé, des données plus sensibles, des sujets plus sensibles qui sont dans la visée de la CNIL aujourd'hui. Mais par contre, vous avez d'autres risques de contrôle au titre du marché parce que si jamais le maître d'ouvrage se doute de non-respect des obligations, ils peuvent très bien vous contrôler basé sur vos engagements du marché public. En cas de manquement, ils peuvent très bien résilier le marché pour faute. Ce qui peut vraiment donner lieu à des effets secondaires, plus ou moins, c'est-à-dire les informations peuvent remonter jusqu'à la CNIL qui peut déclencher des contrôles. Et aussi, ça peut déclencher, ce type de manquement peut déclencher des résiliations de vos d'assurance justement pour avoir effectué des fausses déclarations d'être conforme au RGPD dans le cadre de réponse apportée au marché public. Pour aller plus loin, le risque plus que ça peut représenter, c'est vraiment le risque de dénonciation par un employé avec qui vous pourrez être en conflit peut-être ou un concurrent qui peuvent être en conflit avec vous, qui peut prendre des initiatives de porter plainte contre vous auprès de la CNIL ou d'autres, notamment dans ce cadre-là, auprès de maîtres d'ouvrage, justement pour soulever un point de manquement ou non-respect d'un engagement vis-à-vis du RGPD. Donc, ce qui peut aussi vous amener jusqu'aux actions judiciaires devant les tribunaux, notamment devant les prud'hommes, et aussi peut-être donner lié à des inspections, des enquêtes des inspecteurs de travail, de contrôle CNIL, et aller plus loin, que vous soyez tenu responsable de manière civile et pénale devant les tribunaux. 1, pour des manquements RGPD, 2, pour le non-respect aussi des éléments qui concernent les marchés publics ou d'autres éléments de vos engagements. Hélène, peut-être tu veux ajouter quelque chose sur ce point? Je sais que tu maîtrises assez. Oui, alors bonsoir. Déjà, je m'excuse de mon retard pour arriver. Tout ça est terriblement effrayant. De toute façon, dans un marché public, on a beaucoup d'obligations sur lesquelles on doit être absolument conforme, tout ce qu'on dit dans les assurances, tout ce à quoi on s'engage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la RGPD, bien que, comme vous l'avez dit, la loi est déjà passée depuis quelques temps, mais je crois que c'est un peu la slide après. Pourquoi tout ça est montré de cette façon? C'est parce que dans les nouveaux CCAG, alors c'est plutôt pour dire qu'il va y avoir un grand coup d'accélérateur sur ces sujets, puisque dans les nouveaux CCAG 2021, donc qui sont fourniture, services, travaux, marché industriel, maîtrise d'œuvre, etc. Donc tous les nouveaux CCAG qui sont sortis et qui sont applicables depuis le 1er octobre 2021, donc c'est tout récent. On a l'article 5 qui traite de la RGPD. C'est le même texte pour tous les CCAG et pour tout le monde. Ça veut dire que ça fait une entrée fracassante dans les marchés publics. Et vous savez que quand la puissance publique commence à s'occuper d'un sujet, en général, ça a des effets. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, allez, on va dire que ça pouvait être relativement confidentiel. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, etc., etc. Sauf que, bon, on considérait qu'une petite agence, voilà, on n'était pas spécialement touché, concerné, ou si on n'était pas tout à fait en règle, on aurait une tape sur les doigts. Aujourd'hui, dans les marchés, vous allez avoir de plus en plus une annexe RGPD, un engagement à signer, et comme vous avez dit, la CNIL, voilà, pas forcément les petites agences dans le viseur, sauf qu'on a signé un papier et qu'on s'y est engagé. Et donc, à partir de là, effectivement, ça devient un peu plus engageant, puisque si on a signé et qu'on n'est pas conforme, c'est une fraude, alors qu'avant, on ne nous demandait rien, donc on ne nous avait pas posé la question, donc on n'avait pas menti si on n'avait rien, puisqu'on ne nous avait rien demandé. Donc, la gravité pénale, en fait, c'est quand on ment. Donc, on ne vous pose pas la question,
vous n'avez pas menti parce qu'on ne vous a rien demandé. À partir du moment où les CCAG, dans l'article 5, disent qu'on doit être conforme, on répond au marché, on atteste qu'on respecte le CCAP, et donc le CCAG référent, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est engagé de fait sur toutes ces notions. Donc effectivement, c'est effrayant, mais quelque part, il y a de quoi, même si après, on va voir que bon, la mise en œuvre, ce n'est pas non plus dramatique, mais il est vrai qu'il faut s'en occuper. Voilà, merci. Article 5 du cahier. Alors là, on a le CCAG, cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre, donc publié le 1er avril, application systématique au 1er octobre. Mais il faut savoir que dans le CCAG travaux, on a le même article. Dans le CCAG prestations intellectuelles, on a le même article. Fourniture et services, on a le même article. Donc aujourd'hui, tout le monde va être engagé par le simple fait qu'on va accepter le CCAP. Voilà. Donc ici, il y a une question. On est donc responsable du sous-traitant. Et oui. Et comme d'hab, oui, comme d'habitude. Vous n'avez plus votre micro. Mais on a un point, pardon, je sais que j'avais mon micro coupé. On a un point là-dessus sur la sous-traitance, justement, on va en parler juste après. Donc ça répondra, je pense, entièrement à la question. En attendant, il y a une notion, peut-être qu'on me dit, tu me corriges, mais une notion de co-traitance, c'est-à-dire si vous répondez à plusieurs aussi, je pense que ça arrive souvent, il y a une responsabilité de tout le monde qui est engagé. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on ne peut pas dire oui, mais moi je suis responsable et pas mon petit copain, donc moi j'ai rien à... ça ne marche pas, c'est-à-dire que la CNIL, vous répondez ensemble, vous êtes solidaire et co-responsable s'il y en a une des parties, pardon, ou un des membres de votre voilà, équipe qui est en défaut vis-à-vis de ce RGPD. Donc ça, c'est un point important aussi. Du coup, alors je vais revenir. Akibou, il y a une autre question. Le mandataire est responsable dans les co-traitances? Akibou ou Hélène, ou que me dites, bien sûr. Oui, alors, mandataire, donc, alors, tout dépend du mandat aussi, parce qu'on peut très bien définir dans le mandat sur quel sujet que ce mandataire peut agir. Donc, si c'était dans sa ressort de trancher sur les questions qui ont un impact sur la protection de données personnelles, il sera tenu responsable des actions. Sinon, c'est tout le groupement ou les acteurs qui peuvent être tenus responsables de leurs actions par rapport à... En fait, pour les mandataires, c'est très simple. Quand vous êtes en général en groupement conjoint avec le mandataire solidaire, et ça veut dire que le mandataire est solidaire des engagements qui sont pris au titre du marché, donc les engagements financiers notamment, mais de manière générale sur les engagements. Donc quelque part, si vous voulez, chacun est un peu responsable des documents qu'il produit. Si vous travaillez avec le ministère de la Défense, on demande un état civil, un casier, un extrait judiciaire, chacun va produire le sien. Si un des membres du groupement produit un faux, il est responsable d'avoir produit un faux. Donc quelque part, la question c'est comment cet engagement va être formalisé, c'est-à-dire que si vous avez une annexe avec un engagement RGPD et que chaque membre le fournit et le signe en son nom, chacun est engagé sur sa déclaration sur l'honneur comme quoi il est bien engagé, et donc le mandataire n'a pas à vérifier ou à aller s'enquérir de savoir si c'est vraiment vrai. Les gens sont responsables de leur déclaration, ce qui est pas tout à fait le cas pour le sous-traitant. Voilà. Par contre, si vous signez... vous faites tous les documents au nom du groupement avec le mandataire qui signe pour le compte de ces co-traitants, et bien à ce moment-là, la signature vaut pour toutes les pièces, on va dire légales, donc le fait d'accepter le CCTP, le fait d'accepter le CCAP et éventuellement la signature de l'annexe RGPD. Donc, soit chacun produit son document avec sa signature et chacun est engagé sur sa signature et sa déclaration de la même façon qu'il va fournir peut-être son attestation d'assurance, etc. Si le mandataire engage sur l'honneur tout le groupement sur tout un tas de mentions et il n'y en a qu'un qui signe, et bien de fait, il engage le groupement et donc si c'est lui qui a signé, il est responsable d'avoir cautionné une fausse déclaration.
J'aimerais bien rebondir justement là-dessus. Quand vous définissez ces missions, vous pouvez très bien ajouter un protocole qui décrit comment la répartition de responsabilités sur la question de la protection de données personnelles. Il y a des documents qui sont déjà proposés par les autorités, ou sinon vous avez aussi la possibilité de définir vos engagements entre les membres du groupement et des mandataires, et ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité de le définir dès le moment que vous allez travailler ensemble sur la sous-traitance. Tant qu'on est sur la sous-traitance, est-ce qu'on aborde, justement, il y avait une slide après où on faisait un petit focus dessus, on peut peut-être l'aborder maintenant. Hop, je vais essayer de retrouver ça, elle était un petit peu plus loin. Et on reviendra donc sur deux autres documents importants juste après, liés à vos engagements. Juste sur la sous-traitance, je crois que c'était ici. Peut-être, Comodit, tu peux un petit peu nous expliquer la relation contractuelle avec les partenaires? Oui, exactement. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, votre engagement, le premier engagement, c'est de pouvoir prouver la transparence sur vos relations contractuelles avec des partenaires, que ce soit des partenaires en interne ou en externe. Donc, surtout par vis-à-vis de vos sous-traitants. D'un point de vue RGPD, purement RGPD, on considère que les sous-traitants des données à caractère personnel sont des sous-traitants qui traitent des données qui concernent des personnes pour votre compte. Donc, on ne se limite pas uniquement à des sous-traitants qui interviennent dans la mission directement, mais ça peut aussi être des sous-traitants comme votre prestataire informatique, les sociétés qui gèrent certains dispositifs particuliers comme la vidéosurveillance pour vous, votre expert comptable qui a pour mission d'établir vos comptes, ou aussi des cabinets de recrutement si vous allez les engager pour pouvoir recruter des personnes les mieux adaptées à différents projets que vous entreprenez. Ça peut aussi être des éditeurs de logiciels, des logiciels que vous utilisez pour les projets. Sont vraiment créer de polémiques, c'est justement par rapport à certains logiciels que vous pouvez utiliser pour faire des plans, des bâtiments qui sont soumis au secret défense et ainsi de suite. Ces acteurs peuvent être vraiment stricts sur le fait de ne pas engager des logiciels qui conservent des données sur les serveurs basés en dehors de la France, même pas en dehors de l'Union européenne, mais en dehors de la France. Donc, ce type d'éléments, on devra vraiment les vérifier, les confirmer avant de les engager dans vos missions. Et donc, c'est pour ça que la notion de sous-traitance est très, très important d'un point de vue RGPD et aussi pour le marché public. Et il y a un travail à faire là-dessus quand vous allez répondre aux appels d'offres. Et de Ben, l'autre côté, oui. pardon. Comodit, je veux juste apporter juste une petite précision, tu l'as très bien expliqué, mais pour que ce soit bien clair, parce que le mot sous-traitant a deux façons de le comprendre qui peuvent être et qui sont un petit peu traîtres, parce que dans les marchés publics, le sous-traitant, ça a une définition très claire, c'est-à-dire qu'on s'adjoint les compétences de quelqu'un à qui on va déléguer une partie de notre travail. Donc, ce sous-traitant, il est effectivement en contrat avec nous. Il peut être payé en direct par l'acheteur public, mais il est en contrat avec nous. Et donc, ça veut dire qu'on le déclare, ce sous-traitant, et on donne les documents administratifs qui vont bien. Donc ça, c'est une sous-traitance dans laquelle on va officiellement déléguer une partie. Et en RGPD, la notion de sous-traitant est une notion qui est plus large, parce qu'effectivement,
un comptable, en fait, sous-traite finalement une partie des données, c'est-à-dire sous-traite le traitement des données. Enfin, on lui sous-traite des données qu'il va traiter, donc il est un sous-traitant des données. Même s'il n'y a pas de lien direct avec un marché public, comme peut l'être un sous-traitant pour un marché, tel que peut être un bureau d'études ou un économiste de la construction, ou des gens comme ça. Donc, en RGPD, la notion de sous-traitance est une notion très, très large. Et donc, cette notion de sous-traitance au sens large s'applique aux sous-traitants contractuels du marché. Donc, il y a deux niveaux de sous-traitance. Effectivement, la RGPD, elle s'en fout, elle prend tout le monde. C'est ça. Ok, Exactement. très bonne précision. Du coup, on a fait ce petit focus là-dessus. Est-ce que côté aussi confidentialité, donc je crois qu'il y a des choses au niveau du CCAG, comme on dit, tu peux, au niveau confidentialité, est-ce qu'il y a des choses spécifiques aussi dans ces relations de partenaires, on va dire, qu'apporte le RGPD? Oui, alors la confidentialité des informations, c'est quelque chose qu'on met en avant dans la protection de données personnelles. Donc, on a besoin de l'intégrer également dans les contrats de travail des salariés, parce que ça, c'est important, parce que les salariés peuvent intervenir dans le projet, ils peuvent prendre connaissance de certaines informations. Donc, la société s'engage de garantir la confidentialité et la société ou même a l'obligation de transmettre la même obligation de confidentialité envers les salariés. Il est de même pour vos prestataires et des fournisseurs par rapport à la confidentialité des données. On parle beaucoup de la confidentialité, c'est parce qu'on considère que si un certain nombre d'informations vous sont confiées, c'est parce que on veut que vous les traitiez pour pouvoir arriver à accomplir vos missions, mais ce n'est pas pour autant que ces informations soient divulguées à des personnes qui n'ont pas les voix dans les activités habituelles. Donc, c'est là la notion de confidentialité doit être respectée et vous savez aussi, vous pouvez être amené à traiter des questions des habilitations en fonction des projets également, ce qui a un lien direct avec cette notion de confidentialité. Ok. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que dans une agence où on a des salariés, parce que la réflexion qui pourrait être faite, c'est de se dire, mais quand on fait un projet, je fais une rénovation d'école maternelle, on est bien d'accord qu'au niveau du projet, au niveau des plans, on n'a pas de sujet. C'est-à-dire qu'on n'a rien en termes de données personnelles qui soit lié à ce projet. En revanche, dès qu'on a une agence qui a un salarié, eh bien, on a son numéro de sécu, on a son RIB, on a sa composition familiale, parce que si on a une mutuelle, on sait s'il a des enfants, si on est en forfait de famille, on sait s'il a un handicap et s'il nous permet, enfin voilà, une RQTH ou des choses comme ça. Et donc, on est absolument concerné. Donc, enfin, c'est toujours pareil, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, soit on est sur des données, par exemple des marchés absolument techniques qui sont exclus de cette obligation, mais il ne faut pas se dire on n'en a pas besoin parce qu'on y est tenu au titre de l'agence à partir du moment où on fait une fiche de paye, ne serait-ce que ça, ou qu'on a un stagiaire ou des choses comme ça. Et puis après, il y a une obligation qui peut être faite aussi au titre du marché, quand effectivement on manipule des plans avec confidentiel défense, quand on va aller travailler chez des particuliers, qu'on a le code du portail, on a leur RIB, voilà, on a un téléphone personnel, on a des informations de ce genre, ou qu'on va aller travailler en site occupé et qu'on va être dans des HLM avec des personnes. Donc, dès qu'on a des marchés, voilà, donc c'est à la fois au titre de l'agence et à la fois au titre du marché. Et ce n'est pas parce qu'on rénove une école maternelle qu'on n'est pas concerné en tant qu'agence, en tant que maître d'œuvre qui s'est engagé. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou on continue? On les prendra en fin de partie. Gaël, il y a des questions peut-être? Non? Je n'ai pas le chat sous les yeux. A priori, non. Bon, on va continuer. Il y a deux documents. Ah, oui? Non, a priori, pas de questions.
Il y a deux autres documents importants, en plus de CCAG qu'on a vu tout à l'heure, hein, je pense. Hélène, tu peux peut-être nous en dire plus sur ces deux documents? Oui, c'est-à-dire que comme on a vu apparaître dans les CCAG l'article 5, donc qui donne en fait les clés, hein, parce que les acheteurs publics ne sont pas hyper au point sur la RGPD, mais comme d'habitude, dès que la réglementation s'en occupe, évidemment, là, on leur donne un mode d'emploi un petit peu et on leur donne des consignes, c'est-à-dire que le CCAG explique bien, rappelle la règle déjà, redonne les points fondamentaux de ce que vous a dit Koumudit sur les obligations, en fait, un peu les tenants et les aboutissants de la RGPD. Hein, donc, c'est une espèce de synthèse, c'est un concentré. Et puis, à côté de ça, le CCAG dit les documents particuliers des marchés définiront des pénalités applicables en cas de non-respect. Donc, ça veut dire que systématiquement, à partir du moment où on fait référence à un CCAG, n'importe lequel, l'acheteur public doit définir quelle est sa position par rapport au RGPD. Donc, soit ils définissent pas de pénalité ou ils mettent juste une ligne comme ça en disant que par défaut, on est concerné et que si il y a un contrôle ou, comme on a dit, hein, une dénonciation, une plainte ou quoi que ce soit de souci qui apparaît, eh bien déjà, il y aura des pénalités au titre du marché et après, ça peut aller plus loin. Et deuxième niveau, aujourd'hui, on voit apparaître, et vous allez de toute façon y être soumis de plus en plus souvent parce que c'est la chose la plus facile. Vous avez des acheteurs publics, donc ils ont des modèles hein, sur la DAJ, la direction des affaires juridiques, qui commence aussi à prendre en charge en fait, toutes ces questions. Vous avez des acheteurs publics donc, qui mettent en annexe, donc c'est en général une annexe au CCAP, c'est une annexe aux documents qui sont dans les documents de consultation, des annexes qu'on vous demande de dater, signer, et qui donc c'est une signature, c'est un engagement, on va dire, sur l'honneur au moment de la réponse, et c'est une signature qui sera faite effectivement au moment de la notification, donc vous serez définitivement engagé. Par exemple, là, Héro Logement, hein, donc un organisme HLM, c'est un document qui a 2 mois, hein, donc qui vous dit, voilà, annexe RGPD entre l'acheteur et donc vous, dit le sous-traitant, puisque vous avez manipulé des données. Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant, etc. Et on vous répète un petit peu la RGPD, donc c'est le best-of, hein, il y a 6 articles, mais on vous explique à quoi vous êtes engagé. Globalement, c'est tout ce que vous a dit Koumudit. C'est très simple. Et en bas, on vous demande de dater signer. Donc ça, c'est l'annexe 1, c'est-à-dire c'est une annexe générale. Et puis l'annexe 2, qu'on voit arriver, c'est, alors vous voyez, obligatoire, hein, ça veut dire elle n'est pas fournie, ben, vous n'êtes pas analysé, vous n'êtes pas classé, donc c'est un document obligatoire. Je sous-signais, donc on va mettre le nom de l'entreprise, déclare avoir pris connaissance donc, de toutes les clauses majeures de la RGPD qui sont dans l'annexe 1, et puis je m'engage à en respecter les dispositions. Donc là, évidemment, si c'est faux, hein, on s'engage, ça veut dire qu'on a menti. Et là où ça devient un peu plus compliqué, on va dire, où il faut être un petit peu au courant, hein, merci à vous, Blockit, c'est que on va vous demander la nature des données collectées. Et c'est à vous d'indiquer le type de données. Déjà, quand on ne comprend pas la question, c'est compliqué. Donc là, on va dire, je ne sais pas, je suis voilà, dans un aérologement des HLM, donc le type de données, ça va être les plans des appartements, ça va être peut-être les noms avec les téléphones, les digicodes, j'en sais rien, des données qui permettent hein, d'identifier bien les gens. La base légale, quelle est la base sur laquelle on se fonde pour le traitement des données, ça va être le contrat en question, donc le marché. La nature et la finalité du traitement, donc vous voyez tout en fait, les engagements qu'on a de prouver comment on traite les données, pourquoi on a ces données, c'est-à-dire à quoi ça sert de les avoir, parce que je dois pouvoir rentrer dans les bâtiments, ne serait-ce que ça, les catégories, etc. On vous demande de les identifier, donc c'est à vous d'avoir les idées très très claires là-dessus. Et ce qu'on ne voit pas dans la slide, c'est qu'en bas, il y a nom, prénom, date, à tel endroit, signé, tamponné. Donc, évidemment, si déjà on ne sait pas identifier ces tiers, par exemple ces bureaux d'études, puisque vous faites des plans, mais vous les transmettez à un bureau d'études, vous les transmettez à un économiste, vous les transmettez à
vous les mettez dans un logiciel. Donc, il faut savoir justement évaluer tous les gens qui sont susceptibles d'avoir à ces données, hein, et les modalités de traitement, le stockage, les lieux de conservation. Donc, c'est qui a accès à ces documents, ils sont sur le serveur, d'accord? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que n'importe quel stagiaire vient, rentre le mot de passe sur le serveur et puis voit tout? Voilà, qui fait quoi? Toutes ces choses-là, bon, ils vont vous expliquer comment on les range dans un registre. Et puis, quand on a son registre, eh bien, on est au clair avec tout ça. Et donc, on s'engage à être raccord, à être conforme, en fait, sur tous ces points qu'il faut savoir nommer, ne serait-ce que ça, et qu'il faut savoir identifier. Donc là, typiquement, Hero Logement, il vous donne cette annexe-là, vous la remplissez, vous la datez signée. Pour un marché que moi j'ai fait, donc un truc vraiment, voilà, c'est pour moi une petite société pour aller faire des formations. Je veux dire, sur le principe, il n'y avait pas non plus comment dire, un risque. Je ne suis pas dans les données de santé. Vous voyez, moi je fais des formations sur les marchés publics et les achats publics, donc je ne manipule pas spécialement des données de santé, mais à partir du moment où on travaille avec un organisme HLM, on peut être soumis à ces questions-là. Donc ça va assez loin quand même dans les engagements qu'on prend sur pourtant des marchés qui, voilà, on ne s'attend pas à ce qu'on vienne nous chercher sur notre traçabilité, sur la confidentialité des données, pour aller faire une prestation, on va dire, de base. Eh bien, pourtant, si. Et donc, comme ça marche bien, ces annexes RGPD-là, vous allez les voir fleurir. Et donc, vous allez évidemment signer, bien sûr, hein, vous allez signer, vous allez dire que tout va bien. L'objectif maintenant, c'est que ça aille vraiment bien derrière. C'est ça. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure tous les deux, hein, c'est un facteur aggravant de s'engager, hein, et qu'on voit qu'il n'y a pas de fait en réalité derrière. Alors, Karine, je réponds, vous dites à double tranchant parce qu'on note toutes les données qu'on a collectées, on ne sait pas qui c'est qui va les lire. Alors, oui et non. On dit en fait le type de données, c'est-à-dire que quand vous avez je ne sais pas, là, hors marché public, mais si on vous demande de montrer patte blanche le fait que vous ayez des salaires, vous notez les données personnelles, mais c'est pour faire des salaires, mais vous n'allez pas les lister. Là, si c'est par exemple ici, quelle nature de données on collecte pour aller dans les HLM, eh bien, on dit simplement qu'on ne va pas mettre le nom. On dit qu'on a les plans des appartements et on va dire qu'on a le nom des personnes. Voilà, c'est juste. Et pourquoi on les a? Quelle est la base légale? C'est le contrat. Et à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir travailler sur les plans. Voilà. Donc, on va donner la nature des informations qu'on a et on va s'engager à pouvoir prouver qu'on a le droit de les avoir et que c'est légitime de les avoir au titre du marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas pirater des plans comme ça pour avoir des plans. C'est bien légitime qu'on les ait parce que le marché l'impose, donc on en a besoin pour fonctionner. Et après, la deuxième chose, c'est pouvoir prouver comment on les traite. Mais en aucun cas, on va lister là les données ou fournir un registre avec, voilà, ou fournir ces fichiers. Voilà, absolument pas, bien sûr que non, parce que pour le coup, alors on les transmettrait voilà, par mail et on retombe dans le problème. Donc, l'acheteur public va simplement vous demander de vous engager, que vous êtes conforme à la réglementation et que vous gérez bien ces données, c'est-à-dire que vous n'avez que des données que vous avez le droit d'avoir, que ces données-là, vous les manipulez de manière sécurisée et que vous les gérez, c'est-à-dire que vous savez qui c'est qui les lit, qui c'est qui a le droit de les enregistrer, sur quel ordinateur ça va, à qui vous les transmettez, comment c'est enregistré, par qui, comment, et est-ce que ça peut partir dans la nature ou pas, et si oui, est-ce qu'on peut retrouver comment. Globalement, c'est ça. Donc, vous vous engagez à être rigoureux sur ces points, ou en tout cas à être très clair sur le fonctionnement, mais en aucun cas, on ne vous demandera de donner ces données. Enfin, quelque part, après, derrière, oui, voilà. Ouais, c'est une précision très importante. Hein. On va vous demander de lister les types de données que vous collectez, hein, mais dans le registre de traitement, par exemple, on ne va pas rentrer dans les données nominatives, monsieur et madame Dupont, chez qui on intervient. On va dire qu'on récolte des noms, prénoms, etc. On va le voir juste après, parce que je ferai un petit focus sur comment, justement, se mettre en conformité, et on abordera tout ça en détail. Et Claire nous demande si c'est bien la MOA qui transmet ces informations. Alors, pour aujourd'hui, enfin, là, par exemple, effectivement, c'est souvent ce que vous allez
voir, c'est que c'est l'acheteur public, puisque l'acheteur public, il se protège, hein, vous savez, ils ouvrent parapluie, parasol, tonnelle, et ils font un gymnase en dur par-dessus. Donc évidemment, ils vont prendre des précautions, puisque la RGPD est sortie dans les CCAP aujourd'hui, peut-être même sur des marchés où il n'y aura pas besoin d'ailleurs, hein, ils vont quand même vous faire signer une annexe, ou en tout cas l'engagement numéro 1, histoire d'être peinard, c'est-à-dire qu'ils vous ont posé la question, vous avez répondu que tout c'est OK, et ils sont complètement couverts sur le fait qu'ils ne travaillent pas avec un prestataire qui fait n'importe quoi, puisque eux, ils ont posé la question et ils sont couverts. Donc effectivement, a priori, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est l'acheteur public qui va demander. Après, rien ne vous empêche, vous, dans vos réponses, quand vous allez candidater sur des marchés, quand vous allez faire des concours ou quand vous allez répondre à des marchés de maîtrise d'œuvre divers, dans vos candidatures, dans votre book, là où vous dites que vous avez des références, là où vous donnez un petit peu vos moyens, d'avoir 2 lignes en disant conformité RGPD assurée, registre en place. Voilà, éventuellement même de citer la solution avec laquelle vous pouvez travailler. Et donc, ça veut dire que, quelque part, vous donnez déjà une indication à l'acheteur public que ce point-là n'est pas un souci. Et comme vous savez aujourd'hui, sur certains marchés, quand on a 10, 15, 20, 30, 40, sur les concours importants, on va avoir 80, 90, 100 candidatures qui arrivent. Vous savez que les jurys aujourd'hui, ils ont du mal, il faut faire une shortlist, hein, donc on a 100 dossiers qui arrivent, il faut en garder 10 et puis après on va en garder 5, que des gens très bien parce que vous êtes tous très valeureux. Comment on fait? Aujourd'hui, la RGPD, ça peut être tout simplement la petite ligne, il y a ceux qui sont conformes et puis il y a ceux qui disent rien. Ils le sont peut-être, mais on ne sait pas. Donc le fait d'afficher crânement qu'on est OK avec la RGPD, ça c'est fait. Donc, effectivement, vous pouvez, alors sans mettre une annexe avec, je veux dire, un document où vous vous engagez, mais dire qu'effectivement, vous êtes à jour, vous êtes OK avec la RGPD, c'est déjà un plus par rapport à… Voilà, et puis quand on vous demandera de signer l'annexe, vous la signerez tranquillement. Donc, il y a… Voilà. A priori… dans le marché, ça sera le maître d'ouvrage qui vous le demandera, mais ça peut aider pour les candidatures. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est demandé là, sur cette annexe 2, en fait, il est dans votre registre de traitement. Donc, si vous avez fait le minimum au niveau du registre, ce sont des informations très simples à compléter. Vous pourrez même mettre en annexe votre propre registre sur ce qu'on vous demande. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire ça de manière assez simple aussi. OK. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose, Hélène, avant de passer aux questions. On a répondu un certain nombre déjà, mais vous voulez sur cette partie annexe et texte. Non, ça pas. Alors, je vais retourner sur le chat parce que je ne vois pas tout. A priori, j'en vois pas. Non, toutes les questions toutes les réponses aux questions ont été résolues, comme on dirait. Dur à dire cette phrase. Oui. Parfait. Du coup, on va passer justement aux étapes de mise en conformité. Donc, concrètement, en tant que structure qui devait vous mettre en conformité, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, comment vous allez faire ça? Alors, évidemment, en fonction de la taille de votre structure, le travail de mise en conformité ne sera pas tout à fait le même. Là, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, ce sont toutes les étapes de mise en conformité qui s'appliquent à tout le monde. Mais on va le voir, quand on est une toute petite structure, on peut faire cela de manière un peu plus simple et un peu plus aisée que lorsqu'on est une grosse structure ou un acteur public. Donc, aujourd'hui, que demande la RGPD en termes de mise en conformité? Donc, c'est ce fameux, la première étape, ça va être de documenter sa conformité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça va être de tenir le fameux registre de traitement, dont vous avez déjà entendu parler, qui est donc le document essentiel, comme l'a dit tout à l'heure Hélène. On va recenser l'ensemble des informations qu'on collecte. On va parler de typologie d'informations. Hein. On va dire comment on les sécurise, à qui on les transmet, etc. C'est vraiment la pierre angulaire de la conformité. On va aborder ensuite la conformité d'un point de vue documentation juridique, mise à jour des contrats, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour éventuellement les sous-traitants, pour vous protéger, ou en tout cas pour bien délimiter les responsabilités.
Donc ensuite, on a d'autres principes qui vont être mis en œuvre, hein, qui va être tout ce qui concerne les durées de conservation. Vous pourrez collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour votre activité, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où il y a une base légale, mais vous allez avoir aussi une limite, donc une date de péremption quelque part associée à la donnée qu'il va falloir respecter. Donc le RGPD ou la législation du travail définit certaines règles, et donc là, il va falloir les appliquer. Ensuite, on a ce qu'on appelle des analyses de risque. Je ne pense pas que ça va concerner vos cabinets, parce que là, c'est quand on est dans le cas où on a des données sensibles, des données type santé, des données de condamnation pénale ou des données liées à des personnes vulnérables. Donc, je ne pense pas que, vous me corrigez, mais dans les agences et dans vos cabinets, vous avez ce genre d'informations. Mais si c'est le cas, il faudra réaliser une analyse d'impact. Encore que, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Dans les marchés publics aujourd'hui, dans tous les CCAG, donc notamment le CCAG maîtrise d'œuvre, notamment le CCAG prestations intellectuelles, font une entrée fracassante aussi, font une entrée fracassante, les clauses de développement durable, notamment une clause environnementale et une clause sociale. Alors, les archis connaissent bien les clauses sociales qui sont l'obligation d'emploi à concurrence d'un certain nombre d'heures d'une personne justement éloignée de l'emploi, donc typiquement des gens en insertion, sous main de justice, porteurs d'un handicap. Donc tout ça, c'est la condition. Voilà. Donc on sait que sur un petit marché, hein, ces clauses sociales, c'est l'obligation d'emploi de quelqu'un qui est justement loin de l'emploi, à concurrence d'un certain nombre d'heures, qui sont en général, hein, grosso modo, 10% du temps qui est affecté au marché. Donc si vous avez un marché à 40 000 €, on voit combien de temps ça fait d'heures, et si quand on divise par 10, ça fait un nombre d'heures qui est cohérent pour faire un contrat, on va dire, d'insertion, c'est-à-dire pour mettre le pied dans le travail à quelqu'un, eh bien, on peut le déclencher. Et ça, aujourd'hui, c'est déclenchable, puisque le mode d'emploi, pareil, hein, est dans tous les CCAG, ce qui n'existait pas avant avril 2021, eh bien, aujourd'hui, ça veut dire que les acheteurs publics, quand ils vont, et puis en particulier les années d'élection, hein, on va en voir arriver bientôt, eh bien, vont dire, nous, on est bien au niveau de l'insertion, etc., on en colle partout, donc on peut en coller sur les marchés de maîtrise d'œuvre à partir du moment où ils sont un petit peu importants. Et ça veut dire qu'à partir du moment où une clause sociale, on a une personne qui est loin de l'emploi potentiellement, et ces personnes loin de l'emploi sont régulièrement des gens porteurs de handicap, etc. Et parfois, je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui est en sclérose en plaques, qui va venir travailler, il n'y a pas de souci, on ne se préoccupe pas plus que ça, mais quand il est en crise, il ne vient plus travailler, il faut qu'on sache pourquoi, où est-ce qu'il est, il est à l'hôpital, etc. Et donc, typiquement, on a des données, on va dire, qui permettent d'identifier quand même un peu quelqu'un et qui sont simplement liées à l'obligation qu'on a d'avoir ces gens-là. Donc, ce n'est pas dans tous les marchés, ça n'arrivera pas de manière extrêmement fréquente, mais typiquement, c'est des choses qui peuvent arriver parce que la clause sociale va tout simplement imposer d'avoir des gens qui sont titulaires de ce type d'informations que justement, il faut sécuriser derrière. Oui. J'aimerais bien aussi rebondir là-dessus par rapport aux analyses d'impact. Certainement, les marchés publics ont un incidence sur la question, mais même avant d'aborder les marchés publics, c'est aussi le volet social qui peut déclencher ces analyses d'impact. Rien que OK, certainement, on peut avoir des données de santé, mais pour aller plus loin, ça c'est plus pour les sociétés, les cabinets plus grands qui ont plusieurs salariés. Si vous allez mettre en place un système de badgeage justement sur le lieu de travail pour contrôler l'heure d'entrée, l'heure de départ, l'heure de pause, ainsi de suite, même avant de mettre en place ce type de dispositif, vous serez tenu de réaliser une analyse approfondie pour savoir quel est l'impact que ce dispositif peut avoir sur les droits et libertés des salariés. Et donc on a Gildas qui pose une question et qui dit, par rapport aux salariés, hein, sur la santé, nous avons les infos de la médecine du travail, éventuellement prise en charge du handicap, absolument. Comment gère-t-on ces données? Et vous les gérez, j'allais dire, comme d'habitude. Alors, je parle sous votre contrôle, mais l'idée, c'est que vous les gérez comme d'habitude. C'est-à-dire, vous
L'idée, c'est, si vous voulez, c'est simplement qu'on vous demande d'abord, est-ce que c'est géré? Donc, si vous dites on les gère comme d'habitude, déjà, c'est assez rassurant, ça veut dire que vous les gérez, c'est pas rentrer dans un coin comme ça, accessible à tous. Et la deuxième chose, c'est comment on les gère, j'allais dire, comme d'habitude. Simplement, quand on va vous demander la preuve ou la traçabilité de votre gestion de ces données, justement, eh bien, il faudra être capable de produire les process finalement de gestion de ces données-là. Donc, ce n'est pas la façon dont vous les gérez qui va éventuellement être questionnée, c'est simplement est-ce que vous avez, comment vous pouvez tracer que ces données sont bien enregistrées correctement, qu'elles sont bien sécurisées, comment on en fait, est-ce que vous avez le droit de les avoir? Bah oui, puisque vous avez des salariés qui sont porteurs d'un handicap, c'est rangé où, c'est rangé comment? Voilà, je vous donne juste quelques jalons, mais ça veut dire que dans un registre, ces données, elles sont d'abord identifiées, elles sont inventoriées, elles sont qualifiées, est-ce qu'elles sont sensibles, est-ce que c'est grave, très grave de les avoir, et puis ensuite, voilà, comment on les conserve, est-ce que n'importe qui arrive dans l'agence et qui se connecte sur le serveur peut tout récupérer et puis l'envoyer à qui n'en veut. Et c'est là où il faudra vraiment vous assurer du périmètre de traitement des informations, c'est-à-dire, OK, vous pouvez recevoir des informations concernant l'état de santé, mais comment, sous quelle forme, si c'est la médecine de travail. La médecine de travail va vraiment minimiser les informations concernant l'état de santé que vous allez recevoir. Donc, vous êtes autorisé par la loi de traiter des informations qui sont transférées. Mais par contre, il faudra vous limiter à ces éléments qui sont autorisés par la loi de collecter et conserver et traiter. Donc, il faudra vraiment vous assurer que vous n'ayez pas trop d'informations, par exemple, d'aller plus loin et connaître des handicaps plus dans les détails, les pathologies, des données médicales, ainsi de suite. Vous prenez le minimum nécessaire pour pouvoir gérer le volet RH et ensuite, rassurez-vous que ces données, comme une personne l'a évoqué tout à l'heure, ne se trouvent pas dans un endroit accessible à tout le monde, que ces données soient rangées peut-être sous les papiers, dans les supports papier qui seront rangés dans un armoire fermé à clé, que tout le monde ne peut pas accéder. Si c'est sur un logiciel, il n'y a que la personne qui gère le volet accident de travail ou de maladie professionnelle ou de santé RH qui peuvent y accéder, pas comme on a dit, les stagiaires qui passent quelques jours dans le cabinet, certainement. Donc voilà, pour l'étape, en bonne transition sur la partie minimisation des traitements. Hein. Donc l'idée, c'est de récolter vraiment ce dont on a besoin et pas s'encombrer ni de prendre des risques pour rien à conserver ou à collecter des informations qui ne sont pas nécessaires vraiment à l'activité. Ensuite, on a un principe aussi qui est le privacy by design et by default. En deux mots, comme vous dites, peut-être tu peux essayer d'expliquer ça, ces anglicismes. C'est un principe qui nous incite à prendre en compte de la protection de données personnelles, même avant qu'on mette en place ou identifie un logiciel à employer ou un dispositif à mettre en place. Comme j'avais pris l'exemple d'un badge ou d'un autre logiciel, vous devrez tout simplement se questionner sur le niveau de conformité avant de les engager ou avant de mettre en place la collecte d'informations sur le terrain. Voilà. Typiquement aussi, ça peut être, je parle sous votre contrôle, mais un site internet avec une fiche contact, par exemple, où on va donner les informations. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision assez large hein, de ce qu'on fait. On n'est pas voilà, là, spécialement dans une réponse à un marché, mais ceci dit, dès qu'on va avoir un site internet avec une fiche contact et des gens qui mettent des informations, à partir du moment où c'est potentiellement des données personnelles, on les collecte, on les enregistre. Donc, effectivement, le site internet en fait, est soumis justement à la réglementation de la même façon. Tout à fait, oui. Il y a une mise en conformité du site web à faire hein, sur plusieurs notions. Ça fait partie de la réglementation. Votre site web doit contenir un minimum
un certain nombre de principes sur tout ce qui est consentement, tout ce qui est politique, charte de politique de confidentialité et de protection des données. Tout ça doit doit être présent sur vos sites pour être en conformité. C'est un élément, effectivement. Voilà. Ensuite, la dernière étape qu'on voit ici, c'est informer les personnes concernées en cas de violation de données. Avant celle-là, il y en a même une qui est tout simplement informer les personnes de leurs droits. Et en fait, un principe important RGPD qui est que vous devez d'une part informer par exemple sur votre site web les visiteurs par rapport à leurs droits sur les données que vous collectez sur eux, mais vous devez aussi leur permettre d'exercer un certain nombre de droits, de rectification, etc., d'accès aux données qui vous confient. Et in fine, en cas où il y a un problème, en cas de violation de données, ça peut être donc que ce soit accidentel ou de manière malveillante sur vos serveurs, par exemple, vous devez réagir suffisamment vite pour, en fonction de la gravité des faits, prévenir la CNIL, par exemple, dans les 72 heures, si c'est avéré. Donc, voilà, il y a une obligation d'informer les personnes concernées lorsque leurs données sont attaquées. Donc là, il faut aussi un minimum s'y préparer en interne pour dire comment je fais concrètement si demain je suis attaqué. Est-ce que je dois prévenir la CNIL, sachant que j'ai 72 heures si le fait est grave, comment je préviens les personnes concernées, etc. Sachant que la gravité, ça va être, encore une fois, hein, si on a des plans d'une école maternelle, il n'y a pas de sujet. Voilà. Si on travaille sur un site, je sais pas, éducatif fermé, quand on est dans des plans de prison, dans des choses comme ça, là, c'est déjà beaucoup plus tendu en termes d'information. Voilà. Et sur ça, oui, la gravité, ça c'est la clé justement qui déclenche les notifications. Et moi, je dirais même avant de passer, dans le cadre de marché public toujours, même avant de passer à l'étape de notification à la CNIL, je pense qu'il faudra contacter le maître d'ouvrage et le tenir informé dès le départ, dès que les données impactées sont des données qui ont été collectées dans le cadre du marché public. Donc ça c'est un élément à ne pas oublier. S'il y a des informations qui peuvent avoir un lien avec des personnes, notamment comme on a eu pris l'exemple d'HLM avec des codes d'accès, par exemple. Si jamais vous perdez un dossier, un fichier avec des codes d'accès, certainement, ça peut représenter un risque grave, un impact, parce qu'on ne sait pas qui a ces codes maintenant. Donc, il faudra entrer en contact avec le maître d'ouvrage et ensuite coordonner avec lui pour passer à l'étape de notification à la CNIL. Cette notification à la CNIL n'est pas optionnelle si ça a un impact sur les données personnelles, quelle que soit la catégorie qui est concernée. Hein. C'est une obligation de notifier la CNIL dans les 72 heures à partir du moment qu'on découvre une violation de données. Okay. Voilà, donc ça fait pas mal de choses à faire, effectivement. Donc, ça, c'est pour la mise en place. Alors, ça va prendre, vous l'imaginez, un peu de temps, surtout. Ce temps va être en fonction aussi de la taille de sa structure. Hein. Donc, bien sûr, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois pour une structure de taille moyenne, jusqu'à plusieurs années pour les grosses structures, hein, comme par exemple voilà, certaines institutions. Donc, il y a cette phase de mise en place. Chose, pardon, avant de passer sur le sujet de opérationnellement comment on fait, Florence dit travail en maison individuelle, très exposé en soi. Oui, alors c'est jamais très drôle hein, de dire à un particulier qu'on s'est fait pirater ses données. Mais bon, voilà, on y est un petit peu tenu. Mais ceci dit, oui, dès que vous travaillez avec des particuliers, vous faites un contrat pour une maison, vous avez le nom, vous avez le RIB, vous faites un contrat avec des gens, vous avez leur numéro de téléphone personnel. Donc, encore une fois, hein, on n'est pas sur des données de santé, voilà. Mais typiquement, c'est vraiment le cas où là, il y a un sujet. Absolument. Effectivement. Donc, et voilà. Et donc, ce que je disais également, c'est que voilà, cette mise en place peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la taille de votre structure, hein, de quelques mois, voire quelques années pour certaines grosses institutions. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il y a aussi, ne pas oublier, en RGPD, une notion de maintien de la conformité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le RGPD, c'est une démarche continue, voire un peu comme une démarche qualité. Une fois que vous avez mis en place votre registre, vos différents éléments,
vous allez devoir les mettre à jour en fonction de l'évolution de votre structure. Si demain, vous faites l'acquisition d'un nouveau logiciel qui collecte des données personnelles ou, comme on parlait de la badgeuse tout à l'heure, vous changez, voilà. Dès qu'il y aura ces évolutions, il va falloir les répercuter, par exemple, dans votre registre de traitement qui devra évoluer au gré de l'évolution de votre structure. Voilà un petit peu dans donc, les différentes étapes qu'il faut réaliser pour se mettre complètement en conformité. Alors, on le voit, ça demande quand même un certain nombre de difficultés et en tout cas de temps à consacrer, de problèmes, surtout quand on est une petite structure. Donc déjà, le fait de comprendre vraiment les implications liées à ce RGPD, donc c'est aussi un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, essayer de vous donner ces informations, ces enjeux. Mais même quand on a compris, on va dire, ces enjeux, concrètement, comment on fait ça? Il y a pas mal de solutions, mais il faut s'y retrouver sur le marché. Il faut du temps aussi, en fonction de la solution qu'on va choisir. Et bien sûr, ça va forcément à un moment y avoir un budget à y consacrer, en plus du temps qu'on va faire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on est une petite structure, il y a des possibilités de faire ça de manière, on va dire, relativement simple et en allant vraiment à l'essentiel. Ici, on vous a mis les étapes, en fait, qu'on devra mettre en place lorsqu'on est une petite structure, par exemple, qu'on soit une structure, un libéral ou une petite agence. Principalement, on va regarder ça en 3 étapes. L'étape 1, ça va être, là on ne peut pas y couper, c'est ce fameux registre de traitement qui est vraiment la pierre angulaire de la conformité, où on va, une fois qu'on est suffisamment informé, réaliser le registre de traitement. On va recenser l'ensemble des éléments de sa structure pour mettre en place ce registre. Donc là, on peut faire ça relativement vite quand on n'a pas de données sensibles et qu'on est, par exemple, une petite structure. Donc, à supposer qu'on ait quand même un outil pour essayer d'aller à l'essentiel. Ensuite, on va avoir une étape 2 qui va être une étape documentaire, où là, on va regarder un petit peu tout ce qui concerne les salariés, si on en a dans un premier temps, leurs droits, le consentement, les règlements intérieurs, etc., les chartes informatiques. Tout ça va devoir être un petit peu revu pour mettre quelques clauses pour déjà, les informer, les salariés, de leurs droits, mais aussi de mettre les bonnes clauses pour protéger également votre structure. Ensuite, il y aura un volet plutôt axé vers les contrats, on va dire, fournisseurs-prestataires, qu'il va falloir regarder, donc quelques clauses aussi à y mettre. Et un rapide aperçu sur la partie, principalement sur les violations de données et les droits d'accès, donc qui est vraiment essentiel. Donc voilà un petit peu dans cette étape 2, les différentes activités. Et enfin, on va avoir plutôt une partie contrôle, en tout cas vérification, comme je vous disais tout à l'heure. Comme il y a une notion de maintien dans le temps, il faut quand même regarder de temps en temps, checker peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an, que tout ça reste encore d'actualité malgré l'évolution de sa structure. Donc on le voit, quand on est un libéral ou une petite agence, on peut quand même trouver des solutions, en tout cas, pour faire ça de manière assez simple, sans d'y passer trop d'énergie, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Donc voilà, ça c'est un exemple qu'on partage avec vous et que vous aurez accès, vous aurez bien sûr la présentation pour la mise en conformité. Juste pour illustrer ça également, on va regarder un petit peu, concrètement, on peut faire ça, comme je dis, il faut quand même un outil pour le faire. Typiquement, nous, l'outil qu'on a développé, c'est ce qui va permettre de faire, pour aller direct au droit au but. On va pouvoir réaliser ce fameux registre de traitement. Comme l'a dit Hélène tout à l'heure, c'est une cartographie où on va venir lister les types de données collectées. C'est ce que vous avez complètement à droite. Et donc, on va dire, pour ma gestion du personnel, j'ai comme catégorie de données la gestion administrative de l'employé. Je vais récolter un certain nombre d'infos, comme des primes, des jours de RTT, des autorisations d'absence, etc., des noms, prénoms. Je ne vais pas mettre d'informations nominatives liées aux salariés, par contre. Et je vais faire ça, en fait, pour chacune des activités, que ce soit mon fichier où je log tous mes prospects et clients, que ce soit toutes les informations que j'ai besoin sur la partie gestion de mes prestataires, etc., etc.
Ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie. Et donc, voilà, on va faire de manière assez simple. Une fois qu'on a fait ça, on va aborder tout ce qui est durée de conservation, mesures de sécurité aussi qu'on a mis en place au travers de l'outil. Sachant que la particularité aussi, c'est qu'ici, nous, on va fonctionner via des référentiels métiers. Quand vous allez démarrer, vous n'allez pas partir d'une feuille blanche, mais vous allez dire bah, je suis architecte, je suis une agence d'architecture, je suis un libéral. Et l'outil, c'est ce que vous voyez ici sous forme de rond rouge et de croix, pardon, de rond vert et rouge. En fait, ce sont des suggestions que vous allez, c'est un modèle que vous allez appliquer à votre cas. Du coup, ça va vous faire gagner quand même un certain temps. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir obtenir ce fameux registre de traitement puisqu'il va être généré automatiquement en fonction des réponses que vous avez données. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc, c'est ce fameux document qui vous permet, de répondre tout à l'heure, on a vu à l'annexe 2, puisque là, vous avez toutes les réponses aux questions qu'on vous pose sur les finalités, les mesures, les stockages, le lieu de stockage, etc. Et même ce que certains font, on a travaillé aussi avec des économistes de la construction ou des bureaux d'études. Maintenant, ils intègrent carrément ce registre qui s'extrait en PDF en annexe de leur réponse à appel d'offres, ce qui permet de simplifier et de montrer qu'on prend les devants, qu'on a pris les devants sur ce sujet. Et donc, ça répond complètement à l'ensemble des questions qui peuvent être posées, en tout cas par l'acheteur. Voilà, donc c'est vraiment un document important sur lequel il va falloir vous concentrer dans un premier temps et qui est l'essentiel de votre conformité quand vous êtes une petite structure. Voilà. Là, l'idée, c'est aussi de vous fournir de la documentation déjà pré-rédigée que vous allez pouvoir adapter, que ce soit des clauses pour vos contrats de prestation ou de l'information à transmettre aux salariés, etc. Vous allez pouvoir réaliser ça également de manière assez simple. Les analyses d'impact, on l'a vu, dans des cas exceptionnels, vous pourrez être amené à en faire. Donc, il y a aussi un outil pour ça qui a été rédigé par la CNIL et que vous pourrez utiliser au travers de ce logiciel, par exemple. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, j'étais un peu vite. Je ne peux pas faire une démo en live parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais voilà. Ceux qui le souhaitent, ils pourront revenir vers nous plus tard pour en savoir plus sur cet outil, par exemple. Et voir comment ils peuvent mettre leur conformité en place de manière simple. J'ai parlé, j'espère pas trop vite. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais retourner sur le chat, parce que je n'ai plus sous les yeux. Ah oui. Alors, hop. Est-ce que vous voyez des questions auxquelles que je n'aurais pas vues? Non, je sais pas. Après, Je regarde, non, il y a... D'accord. Ok. Judith Pereira, c'est le moment de les poser. Hein. Oui, c'est le moment de les poser, effectivement, c'est maintenant. Alors, il y a deux, hop. Je regarde. Non, c'est Cécile Barbier qui nous indiquait qu'elle devait nous quitter. D'accord. Et remercier évidemment pour les données très intéressantes et précieuses pour la suite de nos activités. D'accord. Pas d'autres questions? Les uns et les autres? Aucune? Si ce n'est pas des questions, peut-être des petits retours comme ça avec 2 mots pour dire comment vous vous sentez, c'est-à-dire est-ce que déjà ça vous paraît clair et puis après si la semaine prochaine vous candidatez à un marché et qu'on vous dit est-ce que vous êtes OK avec la RGPD, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes terrifié, désespéré, bon. Désespéré, on voit Karine. D'accord, bon. Alors, si je peux me permettre quand même, tout ceci est très effrayant, mais Akibou, voilà, lui, il a les mains dedans toute la journée, donc effectivement, vous dit, il y a un peu de temps à passer. En même temps, soyez quand même rassurés et confiants sur le fait que tant que vous n'êtes pas une holding avec des filiales, des établissements, des structures, etc., dans une agence à taille humaine, on n'a pas non plus 40 pages sur le registre à faire. Il faut être précis, c'est clair, mais ce n'est pas forcément complètement... voilà, vous n'êtes pas sur une certification qui va vous prendre
des mois, c'est quand même quelque chose qui est abordable. Une fois qu'on a... Alors, le vocabulaire est imbuvable, hein, vous l'avez vu, le sous-traitant, ça veut dire un truc, les données, il y a des niveaux de gravité qu'il faut quand même appréhender. Mais après, derrière, vous êtes quand même des gens qui savent lire, vous êtes des gens qui sont familiers avec les logiciels. Donc, à partir du moment où vous avez une société, enfin, une situation, comment dire, un outil comme Blockproof qui est écrit en français, je veux dire, vous allez y arriver, quoi. Hein. C'est pas non plus, c'est rigoureux, hein, faut s'y coller, c'est vrai, mais c'est quand même absolument accessible. Donc, désespérez, mais pas très longtemps, parce qu'il y a quand même des solutions qui vous permettent de vous mettre en conformité. Bon, voilà. Et puis l'intérêt, c'est que c'est toujours pareil hein, quand on démarre. C'est-à-dire que le premier coup, bon, il faut s'y coller, donc il faut passer un peu de temps. Mais après, derrière, une fois que c'est en place, on fait de la mise à jour. Donc, on fait de l'entretien. Donc, on n'a pas le même niveau de travail à refournir tous les ans. Ce n'est pas comme si on repassait une certification, comme si on devait refournir tout un tas de documents. On va simplement entretenir. Et plus on l'a fait correctement au départ, plus l'entretien est facile à la fin. Donc, voilà, il ne faudrait pas non plus que vous ayez l'idée que ça y est, on vous colle des réglementations impossibles avec tout ce que vous avez déjà à gérer. Soyez quand même tranquille sur le fait que enfin, moi, j'y suis arrivée, donc c'est accessible. C'est ça. Donc oui, c'est vraiment ça. Hein, surtout quand on est une petite structure, je pense qu'on peut faire ça quand même de manière assez simple. Donc, c'est pas non plus une montagne quand on a voilà, un outil qui nous guide pour faire ça. Donc, voilà. Ça a l'air vraiment bien, heureusement. D'accord, merci. Merci Hélène, en tout cas. Akibou et qui me dit que vous avez terminé ou absolument pas? Il y a encore une dernière slide. C'est bon pour nous. Hein. Donc, vous aurez accès aux slides pour ceux qui veulent relire ça tranquillement. Voilà, en 2 mots pour finir, nous, on a ce fameux logiciel. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, qui reviennent vers nous, on leur présentera en détail volontiers avec les tarifs associés. Et donc, ce qui reste très, très, très abordable, hein, même pour un libéral. Et donc, Comodit, qui est juriste ici en protection des données, et fait partie des DPO qui accompagnent justement les structures. Donc, vous n'êtes pas seul face au logiciel non plus. Vous avez la possibilité d'être accompagné par un expert qui peut vous garantir que votre mise en œuvre est bonne et vous rassurer vis-à-vis des documents que vous fournirez dans le cadre de vos appels. Voilà. Voilà en résumé. On a 3 pointures face à nous, donc Milite Pereira, effectivement, Akibou Doucouré, Hélène Pierson. Et comme Hélène, tu étais en retard, je voulais que tu te présentes aussi parce que tu n'as pas pu te présenter, donc je voulais que tu te présentes, bien sûr. Donc, la parole est à toi. Oui, merci. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens auprès de Lilo sur les questions d'achat public et de marché public. Donc, en gros, je dispense des formations sur tous les sujets marché public. Donc, ça va de comment on répond à un marché public, mais aussi de comment on accompagne son maître d'ouvrage sur les marchés, c'est-à-dire comment on rédige ou quelles informations, quels points de vigilance on doit avoir sur les marchés pour qu'après, ils puissent être lancés et qu'ils sortent avec des clauses de CCAP qui nous permettent dans l'exécution d'avoir des leviers, qui nous protègent, voilà, comment on présente les rapports, quels critères on peut suggérer, et puis tout un peu la réglementation des marchés. Alors même si on ne fait pas du droit, hein, on ne récite pas du code de la commande publique, mais de façon très opérationnelle, quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut être au point, parce qu'on voit beaucoup de marchés qui sont pilotés où même le maître d'ouvrage demande à l'archi de faire tout le DCE et ça sort avec tout le respect que je vous dois n'importe comment. Donc, on travaille là-dessus et puis après, on a Chorus Pro, on a le DUM, on a toutes les informations, enfin tout ce qui est associé au marché public en fait, de A à Z. Et donc, les CCAG qui sont nouveaux, donc il y a une formation d'une journée sur les CCAG. Et dans les CCAG, nous avons l'article 5
qui traite de la RGPD. Et nous avons l'article 20 pour le CCAG maîtrise d'œuvre qui nous traite des clauses sociales. Et tout ça étant lié, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu au courant, parce que déjà parce que je réponds, parce que ces annexes RGPD, j'ai dû signer aussi, donc ça m'a obligée à me poser des questions. Et puis, effectivement, on voit que de plus en plus, les acheteurs voilà, vont se couvrir, même à la limite sur des marchés où il n'y a pas de sujet. Mais histoire d'être sûr qu'ils travaillent avec un prestataire, hein, on vous demande de vous engager sur l'honneur, comme quoi vous avez bien payé vos impôts, vous êtes bien à jour de vos charges et vous êtes bien OK avec RGPD. Voilà. Et comme ça, on est couvert. Donc, voilà. Et vous allez être peut-être sollicité par des entreprises de travaux, parce que quand vous allez piloter des marchés, aujourd'hui, même des fois, il y en a qui ne répondent pas parce qu'ils ont du boulot, et on va solliciter des entreprises en disant, voilà, il y a un marché de travaux qui sort, le LO7, il est pour vous, répondez. Ils vont voir arriver une annexe RGPD, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler vous, ce qu'on appelle toujours l'archi. Hein. De toute façon, c'est toujours de sa faute, et quand on a une question, on appelle l'archi. Donc, on vous appelle vous, et puis on va vous dire, c'est quoi ce truc RGPD? Et donc, si vous dites, j'en sais rien, c'est pas bon. Alors, vous n'allez pas leur faire des cours d'RGPD, mais quand même leur dire voilà, que c'est nouveau, ça vient de sortir, mais que c'est quand même une réglementation et que voilà, on leur demande de s'engager. Puis après, derrière, il faut qu'ils regardent un peu ce que ça veut dire. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est un pied à l'étrier dans le sujet. Si vous êtes sec en disant, ben, je ne sais pas, RGPD, ou j'ai jamais vu, je ne connais pas, c'est toujours un peu effrayant, quoi. Voilà. Oui. Donc, il se peut que les entreprises sollicitent en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y en avait pas avant, pourquoi vous m'avez mis ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous me voulez? Enfin bon. Donc, j'exagère, mais vous voyez bien le type de questions qu'ils peuvent vous poser. Et donc, être capable absolument pas de faire la théorie, mais leur dire, voilà, effectivement, c'est nouveau, effectivement, l'acheteur public le demande, effectivement, il faut s'engager. Et puis après, voilà, il va falloir se poser 2-3 questions. Et puis, effectivement, être conforme. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, moi, je baigne là-dedans, si vous voulez, je commence à lancer des marchés où je mets des annexes RGPD et je vois des réponses qui sont parfois un petit peu étonnantes aussi. Et donc, il va falloir que collectivement, on monte en compétence un peu tous là-dessus pour pouvoir être conforme à la loi, tout simplement. Merci Hélène. Merci. Ouais. Akibou, vous vouliez rajouter quelque chose? Et si tu pouvais envoyer, j'imagine que ça sera fait, hein, donc la présentation effectivement du logiciel à tout le monde, ça sera fait puisqu'on va transmettre les slides donc à Gaël. Je pense qu'il pourra vous envoyer tous ces éléments. Voilà. Non, sinon, je n'ai pas plus à rajouter de mon côté. Ok. Et Cumulide Pereira, vous n'avez rien à rajouter? Non plus. C'était... Voilà. Ok, parfait. Merci à toutes et à tous. Donc, vous savez que nous avons voulu évidemment proposer ce webinaire parce qu'on se rend bien compte des enjeux relatifs à la RGPD. Vous pouvez contacter ILO Formation, vous pouvez contacter Blockproof, vous pouvez contacter nos deux structures, bien évidemment, aussi. Et je remercie Cumulide Pereira, Hélène Pierson et Akibou Doucouré. Et je vous remercie grandement d'y avoir participé à ce webinaire aux enjeux quand même assez importants, on ne va pas se mentir. Hein. Belle soirée à toutes et à tous et merci à vous toutes et tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour l'initiative, Lilo. Oui, merci. Oui. Oui. Merci beaucoup. À tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.